J'appelle maintenant le professeur Michel Legens, vice-président de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, qui exerce à Paris. Fermeture autoplastique des communications bucco-sinusiennes par lambeau pédiculé de corps adipeux de la joue à propos d'un cas. Un bref résumé sur ces communications bucco-sinusiennes qui constituent des voies de passage pathologiques entre la cavité orale et les sinus maxillaires. Elles sont le plus souvent d'origine infectieuse, mais pas seulement. Elles peuvent être d'origine congénitale, traumatique, infectieuse, je l'ai dit, ou tumorale. Leur prise en charge par fermeture chirurgicale se fait en première intention par un lambeau pédiculé de muqueuse buccale, mais dans certains cas, cette fermeture extemporanée est un échec. Il y a donc une intervention de seconde intention par l'utilisation de ce lambeau pédiculé de corps adipeux de la joue, et Michel Legens va nous présenter un cas clinique. À toi, Michel. Messieurs les présidents, je voudrais d'abord dire à titre préliminaire ma joie de pouvoir m'exprimer, je dirais, in situ, et non à distance par Zoom ou un autre moyen. Je salue les personnes qui sont présentes via les sites Internet. Nous avons choisi cette thématique car il s'agit en fait d'une pathologie qui est extrêmement fréquente en chirurgie bucco-dentaire, je dirais même classique généraliste, puisque les chirurgiens dentistes, je vous le rappelle, est autorisé à pratiquer les avulsions dentaires. Donc ces combinations directes entre la cavité orale et le sinus maxillaire, qu'on pourrait également appeler communication bucco-sinuso-nasale, puisque nous connaissons tous la communication entre les sinus maxillaires et les fosses nasales, sont le plus souvent faites par voie alvéolaire maxillaire. Donc on peut dire que la cause la plus fréquente, c'est les avulsions dentaires des dents sinusiennes. Donc les dents sinusiennes, ce sont les dents qui ont un rapport intime en fait avec les sinus maxillaires, qui vont donc de la première prémolaire maxillaire à la troisième molaire maxillaire. Les sinus étant, vous le savez, de volume extrêmement variable selon les sujets, ce qui peut expliquer ces variabilités de contact entre les racines de ces dents dites sinusiennes. D'autres, comme l'a dit Michel Jourde, d'autres possibilités apparaissent au niveau de ces communications, notamment infectieuses lors des ostéites maxillaires, notamment dues au biphosphonate, lors des traumatismes maxillo-faciaux, tumorales, notamment lors des kystes, tumorales bénignes ou malignes, notamment des kystes des péridentaires ou paradentaires, ou dans quelques cas de malformation congénitale. Alors ces communications, on va laisser passer selon leur taille, soit l'air, soit les liquides, voire même les solides. Ce qui constitue évidemment de gros inconvénients au niveau des patients, par un reflux, si vous voulez, du contenu de la cavité orale au niveau de sinus et par là même dans les voies nasales. Ce qui, on le conçoit, est un inconvénient relativement majeur. Alors, le diagnostic par le praticien, au niveau de son intervention, peut être visuel immédiat, au niveau de cette communication, voire instrumental quand il a cureté l'apex de sa racine dentaire, il perçoit que son instrument, perfore la muqueuse sinusienne et donc rentre dans cette cavité sinusienne. Donc une méthode qui permet d'objectiver cette communication est la méthode de Valsalva, qui consiste à pincer le nez du patient, à lui faire souffler de l'air par le nez, et vous verrez à ce moment-là l'air apparaître au niveau de cette communication. Alors comme le disait Michel Jourde, souvent ces fermetures se ferment de façon spontanée lors de l'avulsion dentaire.
Si cette CBS n'est pas si inaperçue, donc dans la plupart du cas, heureusement, cette communication se ferme spontanément. Si le praticien s'aperçoit de cette communication, il est préférable d'effectuer un recouvrement extemporané, soit par un lambeau simple vestibulaire de muqueuse buccale, soit par un lambeau de recouvrement palatine, dit en raquette, si cette communication se situe plus sur le versant palatin de l'os alvéolaire. Alors, dans certains cas, même si dans la plupart des cas, heureusement, cette communication se ferme de façon spontanée, en cas de récidive, il faut évidemment pratiquer une seconde intention, une intervention de seconde intention. Et une chose importante à retenir, c'est qu'il faut que cette seconde intention soit effectuée sur un sinus sain. Fréquemment, lors d'une CBS, on peut avoir une suite sinusienne, une infection sinusienne, qui va nécessiter d'être traitée avant la seconde intervention, sous peine de conduire à un second échec. Donc il faut traiter une sinusite aiguë absolument avant la fermeture chirurgicale. Alors, différentes techniques ont été décrites au niveau de cette seconde intention, notamment un double lambeau vestibulo-palatin avec un recouvrement large de la cavité, une technique dite de collerette renversée, donc qui permet de circonscrire cette ouverture et de la recouvrir également par un lambeau muqueux. D'autres auteurs ont décrit des techniques avec des biocolles, des membranes collagènes résorbables ou encore des greffes osseuses. Nous avons choisi avec le professeur Vacher, qui est le chef de service de chirurgie maxillofaciale du CHU Beaujon, de vous décrire cette technique qui a été décrite, en tout cas publiée pour la première fois en 1976 par l'équipe de Bush et collaborateurs dans les annales de chirurgie plastique. Alors le corps adipeux de la joue. Le corps adipeux de la joue qui s'appelait autrefois dans l'ancienne nomenclature la boule graisseuse de Bichat, est donc une formation, comme son nom l'indique, graisseuse, qui est vascularisée d'environ 10 cm3 et qui comble, en fait, qui est un coussin au niveau des espaces de glissement entre les muscles masticateurs. Donc vous avez le masséter, le tendon du temporal et le ptychoïdien médial en arrière, le buccinateur dedans et en plan profond, il est dans le plan profond des pauciers de la face en dehors. Ce corps adipeux est antécroisé d'arrière en avant et de dehors en dedans par le canal parotidien qui va faire issue dans la cavité orale en traversant donc le buccinateur. Il est intéressant à savoir et à rappeler que cette masse de 10 cm3 est indépendante pour un seul individu de sa masse graisseuse globale. Donc ce n'est pas une masse graisseuse qui va varier selon la corpulence et le poids de chaque individu. Donc voici le positionnement osseux qui a été simulé par cette pâte à modeler en jaune sur un crâne sec du corps adipeux de la joue. Vous avez donc le malaire ou os zygomatique en dehors, la tubérosité maxillaire, l'apophyse ptérygoïde en dedans et en arrière l'apophyse cornoïde de la mandibule. Ah oui. D'accord. Là, voilà. Ah. Voilà, vous avez le processus coronoïde de la mandibule ici, donc il remonte en arrière et en dedans. Donc le cas clinique que nous avons traité, que nous vous proposons aujourd'hui, constitue en un homme de 67 ans qui est non-fumeur et qui a pour antécédent médical une leucémie lymphoïde chronique en 2002, traité par la double thérapie chimio et radiothérapie. Il présente à partir de 2012 une arythmie et son traitement médical actuel est cardégite 75 associé à l'athénolol. Il a subi en 2012 l'avulsion d'une dent, la numéro 16, avec une communication bucco-sinusienne immédiate, qui selon les dires du patient s'est fermée spontanément en 3 mois. Ce qui veut dire que le praticien qui a pratiqué l'avulsion soit ne s'est pas aperçu, soit a laissé, si vous voulez, cette communication évoluer de façon spontanée. Malheureusement, ce patient décrit une récidive en décembre 2018 qui a fait l'objet d'une première tentative de fermeture par un lambeau simple de cette CBS et qui a conduit en quelques mois à un échec, d'où la réalisation par une autre équipe d'une plaque obturatrice palatine. Donc ça constitue, si vous voulez, une empreinte de la région palatine avec la réalisation d'une prothèse qui va permettre de boucher en fait l'ouverture, et c'est une situation temporaire évidemment. Donc nous avons pu prendre en charge ce patient au CHU en décembre 2019
Voilà, donc vous voyez la communication qui se situe en arrière de la deuxième prémolaire maxillaire, ici, environ qui fait 5 mm de diamètre. Là, on voit l'issue muqueuse. On voit nettement cette communication qui se situe sur la face, enfin au milieu de la crête alvéolaire, tout en arrière donc de la deuxième prémolaire maxillaire. Le bilan radiologique est intéressant par tomodensitométrie. Sur cette coupe sagittale, vous voyez nettement ici le hiatus osseux. À chaque fois qu'on touche la souris, ça change de diapo. Le hiatus osseux, et fait intéressant, on retrouve sur cette coupe axiale, cette coupe coronale, axiale, oui, exactement, un corps étranger qui se situe sur la paroi médiale du sinus maxillaire. On voit par ailleurs cette opacité maxillaire qui, en fait, signe une sinusite maxillaire chronique. À savoir qu'au niveau clinique, le patient se plaignait souvent, effectivement, de ces reflux alimentaires et liquides au niveau du nez, mais aussi de cacosmie, c'est-à-dire d'odeurs désagréables au niveau de la cavité orale. Donc on voit nettement, en revanche, sur ces séries de coupes coronales, ce corps étranger qui est vraiment situé sur le bord interne de la communication. Donc ce corps étranger, on a soupçonné évidemment qu'il s'agisse d'un résidu de la dent numéro 16 qui a été extraite précédemment. Donc l'intervention a été programmée sous AG avec intubation orotrachéale gauche. Une médication antibiotique et anti-inflammatoire a été instaurée, 2 grammes d'amoxicilline aciclavulanique en IV, associée à la dexaméthasone 8 mg en IV. Nous avons infiltré la zone périopératoire avec de la xylocaïne adrénalinée à 2% à des fins hémostatiques. Donc voici l'incision initiale, une incision linéaire à partir de la seconde prémolaire maxillaire, qui inclut effectivement la communication bucco-sinusienne et qui remonte en arrière et en dehors au niveau de la tubérosité maxillaire. Et ça, c'est important de monter l'incision relativement haut de façon à pouvoir libérer effectivement le corps adipeux de la face. Donc le décollement se situe en mucopériosté, donc de pleine épaisseur, de façon à bien libérer les berges osseuses de cette communication bucco-sinusienne et à remonter en arrière, en dehors, au niveau de la tubérosité maxillaire. Et ce décollement large va permettre à la boule graisseuse de Bichat de faire issue, la plupart du temps spontanément, au niveau de la cavité orale. Donc voici, le premier temps d'intervention va consister à faire un lavage par la cavité existante du sinus maxillaire, et nous avons eu la chance de pouvoir déposer en fait le corps étranger sinusien grâce à l'aspiration chirurgicale qui était positionnée le long de la face médiale de la paroi du sinus maxillaire. Donc voici le corps étranger résiduel que nous avons pu déposer. C'était évidemment un préalable à la fermeture. Nous ne pouvions pas, pour des raisons notamment infectieuses, laisser ce corps étranger en place. Donc secondairement, nous procédons à la traction douce de ce corps adipeux de la face qui va progressivement recouvrir effectivement cette cavité osseuse et en la faisant pénétrer le plus possible à l'intérieur de cette cavité grâce à la précelle. Ce corps adipeux est suturé de façon profonde aux berges internes de la muqueuse buccale, de façon à la stabiliser et à la maintenir en place. Et secondairement, nous effectuons une suture berge à berge de la muqueuse orale au-dessus de ce greffon pédiculé de la boule graisseuse de Bichat. Alors, le cas de ce patient était particulier parce qu'il s'est présenté effectivement à la consultation avec déjà une plaque palatine en place. Donc nous avons jugé utile de repositionner cette plaque palatine en protection en post-opératoire immédiat en l'ayant évidée de façon à ne pas provoquer une compression au niveau de la zone opératoire. Alors à savoir s'il faut systématiquement réaliser une plaque palatine quand elle n'est pas présente, ça peut se discuter. Une fermeture classique par cette technique ne nécessite pas a priori l'utilisation d'une plaque palatine de façon systématique.
Donc voici le contrôle post-opératoire à 24 heures sur la diapositive de gauche, et surtout le contrôle à 10 jours, où nous allons déposer les fils du Vicryl résorbable. Nous le déposons quand même à 10 jours s'il n'est pas résorbé, et nous voyons donc une fermeture satisfaisante au niveau muqueux. Alors il est bon de savoir que, évidemment, on n'espère pas une reconstruction osseuse, si vous voulez, du hiatus de cette communication, mais que la boule va permettre une fermeture étanche et une absence de récidive de cette communication, notamment au niveau fonctionnel et infectieux pour le sinus. Au niveau des suites opératoires, donc nous prescrivons une association d'amoxicilline d'acide clavulanique 2 grammes par jour pendant 10 jours Péros, associée à 4 jours de prénisolone 60 mg, également Péros. Nous préconisons une alimentation semi-liquide pendant 5 jours. Les suites, dans ce cas-là, ont été très simples. Parfois, on peut décrire un œdème de la joue correspondante, voire un hématome, mais c'est relativement peu fréquent. Donc les suites, on peut dire qu'elles sont, dans l'ensemble, relativement simples. Donc, conclusion, cette technique est une technique qui est éprouvée, puisqu'elle a été décrite il y a quand même maintenant un certain nombre d'années. C'est une technique de seconde intention, puisque la fermeture, normalement, par lambeau simple de première intention, fonctionne dans la plupart des cas. Elle doit être procédée sur un sinus absolument sain. Elle est simple et les suites en sont réduites. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Michel pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette technique? Oui. Oui, une petite question. Est-ce que vous avez observé des colonisations par aspergillome? Et est-ce que ça complique les choses? Et deuxième question, est-ce que l'endoscopie du sinus peut être intéressante avant le geste? Alors, l'aspergillose, effectivement, si elle est présente, elle doit absolument être traitée avant. C'est un cas clinique. Effectivement, il existe parfois une colonisation aspergillique dans les sinus, qui doit être prise en charge avant. Et notamment par voie ORL à ce moment-là, c'est-à-dire par méatotomie. Deuxième question, c'était sur les... L'endoscopie du sinus pour vérifier sa qualité avant le geste. Est-ce que c'est intéressant? C'est pas indispensable. C'est pas indispensable parce que ça ne va pas modifier notre geste. Et alors, on aurait pu évoquer la prise en charge de ce corps étranger, effectivement endosinusien, par voie nasale, par endoscopie. Mais dans la mesure où on devait intervenir de toute façon par voie alvéolaire, ce n'était pas une indication. En revanche, effectivement, un corps étranger intrasinusien sur un sinus fermé peut faire l'objet d'une prise en charge endoscopique. Absolument. Mais là, c'est du ressort, à ce moment-là, du chirurgien ORL. Tout en sachant qu'il n'est pas toujours possible d'accéder au corps étranger par voie endoscopique. Dans certains cas, on est malgré tout obligé d'ouvrir et de faire ce qu'on appelle l'intervention de Caldwell-Luc par voie de fosse canine. C'est-à-dire en ouvrant volontairement le sinus maxillaire. Nous vous remercions beaucoup de cette très belle présentation, très bien illustrée. Tout à l'heure, nous avons parlé d'un illustre patient. Je le rappelle, Louis XIV avait, à la fin de sa vie, une très mauvaise dentition et une de ses dents gâtées a été enlevée dans des conditions acrobatiques et a laissé en séquelles une communication entre l'emplacement de la dent et le sinus maxillaire, ce qui fait que quand il buvait du vin trop rapidement, il en mettait un petit peu partout. Le barbier chirurgien avait dû enlever un morceau d'os avec la dent. Oui. Probablement. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question, Michel. Est-ce qu'on a une idée... Bon, la communication bucco-sinusienne, c'est relativement fréquent, c'est pas rare. Ce type de réintervention, tu le situes à peu près en pourcentage? Il est extrêmement difficile de connaître le pourcentage de CBS dans la pratique courante. Bien sûr. Comme la plupart d'entre elles passent inaperçues, oui. fermeture spontanée. Mais bon, on va dire que c'est une pratique quand même relativement courante en chirurgie orale spécialisée quand même. D'accord, oui. Ça représente pas plus de 5 à 10% des cas. D'accord, ok. Merci.